Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour le petit village de Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 6e chapitre de ce Super Flame Story. « 6 décembre. Au petit matin, les Marmottanais purent découvrir dans leur boîte aux lettres et sur le site officiel de la Gazette un article explosif signé de la main de Cassandra Darmin. L'article, intitulé « Votre opinion compte », reprochait à la municipalité, mais aussi aux forces de police du village, leur silence quant aux événements des derniers jours. On pouvait lire dans l'article de multiples témoignages recueillis par William Langlois sur les réseaux sociaux. « On ne nous dit jamais rien. J'avais voté pour Monsieur Pavier car je le pensais transparent. » déclare Ginette, 72 ans. C'est vrai qu'au poste, on est parfois tenu à l'écart de certains sujets sensibles. C'est toujours l'inspecteur Bloom et le commissaire Tassier qui savent tout. On se contente d'obéir. Je suis inquiet pour ma famille, souligne un policier qui a souhaité rester anonyme. « Avec ce qui s'est passé l'an dernier, je n'ai plus aucune confiance ni dans la mairie, ni dans la police. » déclare Maria Mendes, la femme de l'officier décédé à Picauvant un an plus tôt. Bien entendu, ces messages avaient été soigneusement choisis pour leur aspect tranché. La plupart des commentaires étaient plus pondérés, mais qu'importe, Cassandra Darmin avait ce qu'elle voulait, des propos incendiaires qui n'émanaient non pas de sa bouche ou de sa plume, mais bel et bien des habitants du village. Elle était aux anges, elle était d'ailleurs l'invitée exceptionnelle de la matinale de Marmottin FM. Et aujourd'hui, nous recevons Cassandra Darmin, la rédactrice en chef de la Gazette de Marmottin, qui signe un article « Assassin ». Assassin, je n'emploierai pas ce mot, répondit la journaliste. Je dirais transparent, car c'est bien la question de la transparence qui est soulevée par cet article. On ne nous dit jamais rien. Des tas de choses inquiétantes se passent et c'est silence radio. On ne fait que découvrir de bon matin qu'il y a plein de policiers qui patrouillent en ville. On ne sait ni pourquoi, ni dans quel contexte, ni si c'est vraiment légal. Vous ne pensez pas que si l'exécutif ne s'exprime pas, c'est qu'il y a une raison? Eh bien moi, je dis que l'exécutif se tait car il ne sait pas du tout ce qui se passe et qu'il doit tout gérer au jour le jour. Le maire, Fabrice Pavier, et le commissaire Tassier se refusent d'admettre qu'ils sont paumés, tout simplement. Ça tombe bien, le maire va pouvoir réagir à votre propos puisqu'il vient d'arriver dans notre studio. C'est notre invité mystère, mais juste avant, une petite page de publicité. Découvrez la bière marmottanaise, un régal pour les papilles, brassée avec amour par Anatole Vinzier. La marmottanaise, bière locale par excellence. Marmottin! Tout de suite, c'est l'invité mystère de la matinale de Marmottin FM. Et on est de retour à l'antenne avec notre invité mystère, Fabrice Pavier, le maire de la ville, qui se retrouve face à Cassandra Darmin, qui l'accuse de manquer de transparence. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, merci à l'équipe de Marmottin FM et merci aux Marmottanais qui ne sont pas dupes des propos orientés de madame, produits presque quotidiennement par la Gazette de Marmottin. Vous insultez l'organe de presse le plus lu de votre village, monsieur. Vous conviendrez que vous n'avez pas beaucoup de concurrents. Bref, puisque l'on m'accuse de manquer de transparence, j'irai droit au but. Contrairement à madame Darmin, j'évite de m'exprimer quand je n'ai pas tous les éléments en main. Jolie pirouette, monsieur le maire. Je vais cependant rajouter ceci. Puisque oui, je me préoccupe de la situation. Tout d'abord, j'ai décidé de mettre en place un numéro vert que pourront appeler les Marmottanais pour être tenus informés sur les différentes mesures de sécurité que nous allons prendre. J'ai également convenu avec le commissaire Tassier et le numéro 2 de la division Plume d'Argent d'une entrevue qui aura lieu dans mon bureau à la fin de l'après-midi. Nous déciderons ensemble de la marche à suivre pour gérer les tragiques événements passés et prévenir les futurs. Et je réitère un de mes propos de campagne, je fais confiance aux Marmottanais et les Marmottanais me font confiance. Quand vous parlez de la DPA, je pense qu'il est légitime de poser la question. Marmottin risque-t-il un nouveau protocole Centurion? Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus pour le moment. Comme je vous le disais, tout va se décider dans les prochaines heures. Pendant ce temps,
L'inspecteur Bloom et Andrew Bennett discutaient dans le bureau du commissaire Tassier. « Je suis désolé pour hier, les amis, » déclara le commissaire. « Monsieur le maire et Phileas m'ont mis la pression et je ne pouvais pas faire autrement que de vous demander de sortir. Mais pour faire court, on doit se réunir à la mairie dans une petite demi-heure pour décider de la suite. » « Ne vous en faites pas, commissaire, nous sommes déjà au courant, » répondit Bennett en faisant un clin d'œil à l'inspecteur Bloom. « Comment ça ?» Le colonel Hartman avait laissé activer sa radio. Yubvik nous a fait écouter l'échange, répondit Bloom. Tassier sourit. « Bon, messieurs, en dépit de ces conneries de hiérarchie et de mandat, je vous tiendrai au courant de ce qui se dira dans cette réunion, » déclara le commissaire en enfilant sa veste. « Pendant que je taillerai le bout de gras avec monsieur le maire, allez voir le capitaine Leblanc, il me semble qu'il a du neuf concernant les récents événements. » Tassier quitta le poste, Bloom et Bennett se rendirent dans le bureau du capitaine Leblanc. Ce dernier était en train de discuter avec le lieutenant Fonck devant l'ordinateur. « Ah, inspecteur, vous voilà !» déclara le capitaine. « Bonjour, messieurs, » répondit Bloom. « Il paraît que vous avez du neuf ?»« Ouais, figurez-vous que Fonck vient de m'apporter le résultat de la recherche de plaque pour le véhicule qu'on a trouvé le 1er décembre. La plaque n'existe pas. » Donc le véhicule n'appartient à personne ? Je pense plutôt qu'il a été volé, répondit Fonck. Mais c'est pas le plus fameux, répondit Leblanc. On a fait examiner le véhicule et on a trouvé des poils sur la banquette arrière, des poils blancs. Genre poils de chien ? Interrogea l'inspecteur. C'est possible, répondit Leblanc. Mais pour être sûr que ce ne soit pas une saleté de créature magique comme le redoute Fonck, on va faire analyser tout ça. Ça m'a rappelé les bébés faucheurs, inspecteur, déclara Fonck, le regard inquiet. Sans doute se remémorait-il les instants tragiques vécus un an plus tôt à Picauvin. L'inspectrice Audin, qu'il chérissait tant, avait tragiquement perdu la vie en se retrouvant face à l'une de ces satanées bestioles. « Vous avez un échantillon de poils ?» demanda l'inspecteur. Fonck sortit un petit sac. Il en avait récupéré un peu en guise de pièce à conviction. « Bennett, vous en pensez quoi ?» demanda l'inspecteur en tendant le sac à l'homme à l'étrange porte. « J'ai quelques doutes quant au fait qu'il s'agisse de faucheurs. » Les policiers semblèrent apaisés en entendant ces mots sortir de la bouche d'Andrew. Cependant, cette texture un peu rêche me fait penser à... Un instant. Sur ces paroles, Bennett invoqua sa porte magique au beau milieu du bureau de Leblanc, et il en ressortit avec un livre. « Messieurs, je vous présente le Codex Naturalis. Ce livre permet d'identifier toute forme de vie à condition d'avoir un échantillon à sacrifier à l'ouvrage. Donnez-moi une petite touffe de poils, déclara Bennett. Fonck se saisit du sachet et lui en tendit quelques-uns. Andrew les déposa sur une page du livre, au milieu d'un cercle bardé d'écritures étranges. Après quoi, l'homme à l'étrange porte fit de curieux mouvements avec ses mains. Les écritures du livre s'illuminèrent et une sorte de fumée bleue jaillit du cercle. Dans la fumée, on pouvait voir l'illustration en mouvement d'une sorte de petite créature. Une boule de poils mignonne comme tout. Elle avait une longue queue touffue et au bout de cette queue, une sorte de dard bleuté. « Qu'est-ce que c'est, Andrew ?» demanda l'inspecteur. « Une petite saleté, » répondit l'homme à l'étrange porte. « Je vous présente le Dardalium plentatis, plus communément appelé crève-cœur des neiges. C'est une créature magique relativement inoffensive. Tant qu'elle n'est pas stressée ou apeurée, elle n'attaque pas. On est loin d'un faucheur, mais quand ça attaque, ça vise le cœur et ça tue sur le coup avec son dard bleu. Il est fait dans une sorte de minéral que sécrète l'animal au bout de sa queue. Il arrive souvent que l'on retrouve des fragments du dard dans les victimes. Fragments toxiques qui provoquent systématiquement une crise cardiaque. En de temps immémoriaux, certaines tribus utilisaient les cristaux de crève-cœur comme poison. « C'est donc de ça qu'est mort notre inconnu du 1er décembre », déclara Bloom. « Oui, c'est fort probable, et pour tout vous dire, je l'ai rapidement suspecté, mais je n'osais pas vous en parler. »« Pourquoi cela ?» ?»« Parce qu'aussitôt Alias aurait-il été mis au courant qu'il aurait déclenché un nouveau protocole Centurion. » Oui, je vois. « Il y a autre chose. Ce soir-là, avec Alias, on a suivi des traces de pas à travers champs. Elles s'arrêtaient au milieu de nulle part. » C'est-à-dire ? Elles s'arrêtaient brutalement, comme ça d'un coup. Un peu comme quand j'utilise subitement ma porte. Attendez, Andrew, vous êtes en train de me dire que... Oui, inspecteur. Je suis en train de vous dire qu'il y a possiblement un autre propriétaire de porte à Marmottin. En tout cas, qu'il y en avait un ce soir-là. L'inspecteur prit une grande inspiration et souffla lentement. Beaucoup d'informations. Beaucoup trop d'informations. Pendant ce temps,
Dans le bureau de Fabrice Pavier, Tassier, Phileas et Monsieur le maire essayaient de se mettre d'accord sur les nouvelles mesures de sécurité. Tassier faisait son maximum pour empêcher un nouveau protocole Centurion. Le maire, quant à lui, hésitait à le réenclencher et Phileas faisait tout pour. Marmottin est un village qui a subi 2 fois en moins de 4 ans des phénomènes magiques incontrôlés. À chaque fois, c'était durant la période des fêtes. Il y a 6 jours, des événements plus que préoccupants ont de nouveau commencé à se produire et avant-hier, on a tiré à balles réelles sur une voiture de police, nom de Dieu. Et en plus de ça, un individu menaçant, vraisemblablement responsable de ces coups de feu, a piraté les fréquences de la police. Oui, mais comme vous le dites si bien, Phileas, aucun de ces événements ne semble lié à de la magie, répondit Tassier. C'est peut-être vrai, mais Marmottin est classé zone à risque magique. Il me semble, reprit le maire, que le protocole Centurion ne concerne que des menaces magiques avérées, pas spéculées sur la base d'antécédents. Sinon, c'est bien trop facile. Écoutez, si vous ne faites rien, monsieur le maire, et que vous laissez les hommes du commissaire Tassier gérer la situation, il y aura très probablement des morts. Que répondez-vous à ça, Tassier? Eh bien, les Marmottanais ont confiance dans leur police de proximité. C'est bien moins anxiogène que des véhicules blindés, un campement militaire, des hélicoptères et des restrictions de liberté. Pour moi, c'est un mal nécessaire, reprit Phileas. On ne peut pas se contenter de vos hommes. Ce sont d'ailleurs les gens de la mission Sentinelle DPA qui vous ont sauvé la vie grâce à leurs blindés. Je crois savoir que votre super véhicule de police a fini comme un gruyère avant d'exploser. Allons messieurs, un peu de sérieux. Quand des vies sont en jeu, on doit prendre des mesures réelles, pas rajouter des flics dépassés par les événements dans les rues pour faire joli. Vous imaginez, si une nouvelle fusillade éclate, ce ne sont pas vos ridicules petits pistolets de fonctionnaires de police qui vont arrêter un homme muni d'un AK-47. Vous avez tous les deux des arguments recevables, déclara monsieur le maire. Je suis d'accord sur le fait que la police locale est dépassée. Mais enfin, monsieur le maire, se plaignit Tassier. Laissez-moi finir. La police locale est peut-être quelque peu dépassée, mais ça ne justifie pas, pour autant, un nouveau protocole Centurion. Pourquoi je ne demanderais pas simplement à la préfecture de faire venir des renforts de la vallée? Encore plus de flics? Demanda Phileas. Mais c'est une blague. Ce ne sont pas des fonctionnaires de police qu'il vous faut, ce sont des militaires. Eh bien, je n'ai qu'à demander à ce qu'on nous envoie une compagnie de gendarmes mobiles. Pourquoi pas, après tout, c'est une solution qui ne me paraît pas trop mauvaise, déclara le commissaire. Phileas, qu'en pensez-vous? Je refuse catégoriquement. Ce sont des questions de sécurité nationale. On ne peut pas risquer d'impliquer trop de gens non habitués à des situations magiques. Écoutez, je vais passer un coup de fil au chef d'état-major des armées pour lui exposer la problématique. Et je reviens vers vous avec des options. Eh bien, faites donc, déclara le maire, tandis que Phileas se levait pour passer son coup de téléphone. Pendant ce temps, au poste, l'inspecteur Bloom résumait la situation à ses plus proches collaborateurs à l'aide d'un paperboard. Bon, je résume. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, on trouve le corps d'un homme inconnu qui conduisait un véhicule dont la plaque s'avère fausse. Cet homme a vraisemblablement été tué par une créature magique que l'on appelle un crève-cœur. Alias et Andrew suivent des traces de pas qui s'éloignent du véhicule. Ces pas appartiennent vraisemblablement à la personne qui était sur le siège passager de la voiture. Selon la théorie de Bennett, l'individu serait un propriétaire de porte. Le 3 décembre, Alias, Andrew et moi-même, nous nous rendons au domicile des Valentino, seule habitation des alentours dans laquelle notre Maccabée aurait pu loger. Sur place, personne ne nous ouvre. On décide donc de rentrer avec Alias tandis que Bennett est dans la bagnole. On entend du bruit à l'étage, on dégaine nos armes et on tombe nez à nez avec un gars en noir, cagoulé, qui tire 3 balles sur Alias en le blessant grièvement. Je riposte, légitime défense, je tue le gars sur le coup. Le mec s'avère être aussi un parfait inconnu. Dans les heures qui suivent, alors que je conduis Alias à l'hôpital avec Andrew, l'équipe de Leblanc tombe sur les Valentino, tous deux tués d'une balle dans la tête et retrouvés dans la cave de leur maison. Le 4 décembre, Oswald, ancien propriétaire de porte ayant retrouvé le corps d'un enfant, est enlevé à sa nounou. On déclenche un plan enlèvement d'envergure. Le 5 décembre au soir, un homme pirate les fréquences radio de la police. Le gars semble en savoir beaucoup sur nous et il nous menace. Il sous-entend que c'est lui qui a enlevé Oswald. Dans la foulée, on se fait canarder à l'arme lourde et on est sauvé de justesse par des hommes de la DPA. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se passe dans ce putain de village? Au même moment, à la mairie... Bon, messieurs, je vous offre 2 options et il faut choisir l'une des 2. La première, un nouveau protocole Centurion. On remet en place la réponse graduée comme il y a 1 an. Mais c'est la DPA qui prend la main sur toutes les opérations. La seconde option, c'est un plan Vigie DPA.
C'est un peu comme les actuels sentinelles, sauf qu'on rajoute plus d'hommes, plus de véhicules et plus de matériel. On ne prend pas la main sur les affaires courantes, sauf menaces graves. Vous et le commissaire restez aux commandes, mais nous avons le champ libre pour agir de manière autonome dans le cadre de notre mission de sécurité. Voilà. Que choisissez-vous? Et si aucune de ces options ne me va? Demanda le maire. Vous ne m'avez pas compris, monsieur le maire. Je vous laisse le choix par courtoisie. Si vous n'en faites qu'à votre tête, on prendra la main en vous court-circuitant. J'ai juste à rappeler le chef d'état-major des armées, et ce sera le président de la République lui-même qui signera le décret d'application en vous humiliant au passage. Je vous laisse jusqu'à demain midi pour me répondre. Bonne soirée, messieurs. Sur ces mots, le commissaire et le maire se regardèrent, inquiets, tandis que Phileas, un sourire en coin, se dirigeait vers la porte. « Vous avez tout prévu, hein, espèce de salaud !» s'exclama Tassier. « Mais enfin, monsieur Tassier, tout prévoir, c'est mon métier !» répondit Phileas du tac au tac, en refermant la porte derrière lui.